Billy. Dear colleagues, this is my pleasure Chers collègues, c'est un plaisir de vous accueillir à cette dernière session de notre conférence internationale sur la recherche pédiatrique en cancérologie. Une session aujourd'hui dédiée à l'immunologie des cancers pédiatriques. Comme vous le savez, c'est un sujet sensible en ce moment. Nous avons vu des avancées scientifiques considérables en immunologie, avec beaucoup d'espoir dans le domaine pédiatrique pour ce nouveau type de traitement. J'ai le plaisir de co-modérer cette session avec mon collègue Patrick Poirot. Peut-être que vous pourriez vous présenter. Oui, bonjour, Patrick Poirot. My name is Patrick Poirot. Yeah, I'm the representative of UNAPEC. Patrick Poirot, représentant de UNAPEC. UNAPEC, it's a national association, a national union of parents association. Union nationale d'associations de parents. This union is including about 40 associations qui comprend environ 40 associations. And personally, I am the vice president of UNAPEC, and I'm also the Secretary General of Association Locomotive, which is a parent association basée à Grenoble. Merci Patrick. Pour ma part, je suis un oncologue médical qui travaille à l'Institut Gustave Roussy au sud-est de Paris en France. Je travaille sur le développement de médicaments. C'est ma formation de travailler dans la pédiatrie, mais aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des adultes. Alors, nous allons commencer. J'aimerais accueillir professeur Véronique Minard, qui est à la tête d'un programme d'immunothérapie à l'Institut Gustave Roussy pour les cancers pédiatriques. Véronique va nous présenter le sujet des immunothérapies. Merci Véronique de votre présence aujourd'hui et de votre présentation. Merci Aurélien. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour cette excellente conférence. Aurélien, tu m'as demandé de présenter les avancées, les succès, les échecs et les défis dans l'immunothérapie, dans les malignité pédiatriques. Je ne vais pas parler des thérapies cellulaires parce que ce sera très bien traité par les autres orateurs. Ici, les informations, les disclosures. Comme vous le savez très bien, les cancers pédiatriques sont différents des malignités adultes. Et tout d'abord, nous savons que la majorité des cancers pédiatriques ont des fardeaux mutationnels de tumoraux faibles avec 0,13 par mégabyte. Et même le niveau de mutation est très faible par rapport aux adultes. Et si on regarde les chiffres, 4 mutations font un seul épitope. Et vous savez que l'exome humain, c'est 30 mégabases. Donc, on s'attend à avoir 1 à 4 épitopes par tumeur pédiatrique. Donc, un faible fardeau et un faible nombre d'épitopes. Nous savons également très bien que les tumeurs pédiatriques sont des tumeurs froides avec très peu d'infiltrats de lymphocytes T dans la plupart des cancers. Ici, c'est un travail soutenu par la société française Immunoact, avec le projet Immunoact. On a peu d'infiltrats de lymphocytes T, avec quelques exceptions, un faible nombre de lymphocytes B. Et si on se concentre sur les cellules, on a la plupart du temps des macrophages M2 avec des fonctions régulatrices. Nous connaissons également depuis 10 ans que la majorité des cancers pédiatriques ont une faible expression de PD1, PDL1. Donc la question, quel est l'impact des voies oncogènes sur le contexte immunitaire des cancers pédiatriques? Nous savons les altérations principales qu'on a vues dans Acrolabs et Amaury, dans la prochaine présentation, va montrer que certaines fois
la voie peut avoir un impact négatif sur la fonction immunitaire. Nous savons également que la carcinogénèse se produit simultanément chez les enfants avec la maturation du système immunitaire. Et c'est important de voir que l'immunité varie avec l'âge. Nous savons que chez les enfants, il y a peu de lymphocytes T effecteurs, les macrophages sont pas localisés et également on a des cellules DC tolérogènes, on a un faible niveau de cytocine et des migrateurs qui ont un impact sur les cancers pédiatriques. Un exemple, un rôle clé du système immunitaire inné, l'exemple du neuroblastome ou NB qui a été concerné par différentes publications qui ont montré que le niveau diminué de fréquence cellulaire NK-CD16+, sont associés à une chimorésistance dans les neuroblastomes. Et on a vu que l'expression relative de isoforme NKP30 inhibiteur et stimulateur peut influencer le SSP chez les patients HRNB qui répondent à la chimiothérapie. Et un groupe italien a publié l'année dernière que la présence de cellules dendritiques intratumorales est associée à une meilleure fonction ABC, un meilleur pronostic. Si on regarde les immunothérapies, il y a différents types d'immunothérapie pour les cancers. Certaines ciblent les tumeurs, d'autres les cellules immunitaires, d'autres les deux. Nous avons observé des grands succès dans les cancers pédiatriques. Je ne vais pas parler de l'exemple des cellules T-CAR, mais nous avons encore beaucoup de défis devant nous. Si on réfléchit aux anticorps monoclonaux, qui est une des premières thérapies immunitaires qui ont été développées, il y a différentes cibles, différents mécanismes d'action, différentes origines, différentes formulations, mais le principal avantage des antibodies monoclonaux, c'est qu'ils sont faciles d'accès. Les deux principaux succès avec les antibodies, les anticorps monoclonaux dans les tumeurs solides pédiatriques et le lymphome sont les lymphomes non-Hodgkin B avec l'anti-CD20, rituximab, qui permet aux patients d'avoir une excellente survie quand c'est combiné avec une chimiothérapie. Dans plus de 95% des enfants qui sont traités avec cette combinaison. Bien sûr, vous avez entendu parler de l'anti-GD2 dans le neuroblastome qui a été reporté par un groupe nord-américain où le pronostic de patients dans le NBL au risque est amélioré quand on combine l'anti-GD2 après la chimiothérapie. Mais le principal défi avec l'anti-GD2, c'est d'avoir une thérapie anticipée combinée avec les patients à haut risque et également NBL réfractaire et rechute et le développement d'autres tumeurs solides en GD2+, comme d'autres sarcomes chez les enfants. Si on réfléchit aux anticorps monoclonaux conjugués, j'adore l'expression chimiothérapie intelligente. C'est juste une chimiothérapie quand la cible est liée avec l'anticorps monoclonal. Le premier succès, c'est avec brentuximab, qui était très efficace, l'anti-CD30 qui était très efficace contre le lymphome de Hodgkin et le lymphome anaplastique. La question, c'est est-ce que l'efficacité est supérieure à la chimiothérapie et est-ce qu'on a moins de toxicité par rapport à la chimiothérapie? Je dirais que ces anticorps monoclonaux combinés sont très intéressants. Il y a eu un rapport l'année dernière où on a anti-B7H3 radio-iodé dans une maladie très agressive qui se produit chez les enfants et les adolescents et les jeunes adultes qui s'appelle le sarcome desmoplastique avec une excellente efficacité rapide mais une efficacité très intéressante. Il y a beaucoup d'anticorps monoclonaux bispécifiques qui s'appellent BITE, DART, etc. Et on sait que certains ont été développés dans les lymphomes, la leucémie, et il y a beaucoup de cibles potentielles dans les tumeurs pédiatriques solides. Et un antigène, par exemple, HR2 ou DART. Et les avantages, ils sont faciles d'accès par rapport au programme de thérapie cellulaire. Ils peuvent avoir une meilleure pénétration dans
sur les tissus, peut-être, et un meilleur profil de sécurité. Ça, ce sont des questions. Pour vous montrer un exemple avec un bispécifique CD20, CD30 dans un lymphome de Burkitt réfracteur. Et il a rechuté après la chimiothérapie et après un traitement avec des cellules CAR-T. Et il a reçu le bispécifique glofitamab avec une réponse complète et il se porte très bien, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc, on va parler des anticorps monoclonaux qui ciblent un antigène spécifique de la tumeur. Maintenant, je voudrais parler des inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Ces anticorps sont très spéciaux parce qu'ils bloquent, ils se lient et un signal inhibiteur qui peut permettre à la surveillance immunitaire de mieux cibler la maladie. Comme Aurélien l'a dit, c'est une révolution dans l'oncologie adulte, mais à peu près de 30% des adultes sont traités et ont une longue survie grâce à ces nouveaux médicaments. Et beaucoup de tumeurs chez les adultes répondent très bien à ces anticorps. Aujourd'hui, beaucoup de thérapies sont en combinaison avec des anti-PD1, anti-PDL1 et les radiations, chimiothérapie et d'autres cibles. Mais dans les cancers pédiatriques, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont différents des cancers adultes. Les inhibiteurs de checkpoint immunitaire travaillent sur ils revigorent les lymphocytes T cytolytiques préexistants avec des spécificités natives des antigènes associés à la tumeur. Mais cela dépend des antigènes associés à la tumeur qui sont disponibles. La présence d'infiltrats de lymphocytes T, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la majorité des cancers pédiatriques, il y a très peu de lymphocytes T, et bien sûr l'expression PD1, PDL1. Malheureusement, nous avons une grande déception par rapport aux inhibiteurs de checkpoint immunitaire en tant que traitement unique dans la plupart des rapports et des essais cliniques. Donc, nous avons eu ipilimumab qui n'était pas très efficace à part le mélanome pédiatrique et différents essais de phase 1, phase 2 avec pembrolizumab, nivolumab rapportent 350 enfants et adolescents inclus dans ces essais de phase 1 et 2 avec des bloqueurs, des inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Mais le taux de réponse, si on exclut les lymphomes, était inférieur à 5%. Et les patients qui ont répondu à ces inhibiteurs étaient principalement des tumeurs de type adulte, à part quelques cancers spécifiques, et Amaury va peut-être en parler tout à l'heure. Mais on a également des succès dans les inhibiteurs de checkpoint immunitaire dans les cancers pédiatriques. Tout d'abord dans le lymphome, dans la maladie de Hodgkin, dans le lymphome médiastinal et dans le lymphome anaplastique ALK+. Je voudrais illustrer ces succès avec un enfant de 13 ans, Arthur, qui avait une maladie de Hodgkin réfractaire de stade 4. Nous avons fait au diagnostic une chimiothérapie, mais la maladie a progressé malgré une chimiothérapie très agressive. Il a reçu un traitement d'anti-PD1 plus brentuximab velatine, et c'était il y a quelques années, en 2017, avec une réponse complète en juin 2021. Il a passé sa licence, son bachelier. Donc, ces maladies sont tellement agressives que on peut guérir des adolescents avec ces anti-PDL1 en combinaison. On sait que PDL1 et PDL2, c'est une marque de la résistance immunitaire intrinsèque au lymphome de Hodgkin. Donc, on améliore le taux de réponse dans les cas réfractaires en minimisant la morbidité, la mortalité à long terme. Donc l'anti-PD1 dans Hodgkin a changé le parcours de la maladie. Aujourd'hui, avec ces nouveaux inhibiteurs, la grande majorité des patients, même tous, peuvent être guéris au moins une fois jusqu'à ce qu'il y ait une résistance à la maladie avec ces médicaments. Donc je peux vous montrer beaucoup d'essais cliniques. Ici, c'est un Ryan de 17 ans avec un ALCL ALK positif. Il a progressé après chimiothérapie, après un inhibiteur d'ALK. Il n'y avait pas de donneur compatible.
On l'a vu 5 ans, il a reçu anti-PD1 en tant que traitement unique chaque 2 semaines avec une amélioration rapide clinique. Avant, on mourait de la maladie. Et là, on voit après quelques cycles, un traitement d'entretien avec nivolumab. On a arrêté en 2018 et il se porte parfaitement bien en 2021. Et comme dans Hodgkin, avec un mécanisme différent, il y a une résistance immunitaire intéressante grâce à ALK et PDL1 dans le lymphome anaplastique. Donc maintenant, on fait un essai de phase 2 pour cette maladie dans 2 cohortes différentes avec des patients avec une maladie progressive et une chimiothérapie, un inhibiteur d'ALK, c'est la cohorte 1. Mais plus important, comme nous attendons une grande efficacité de ce médicament, on veut essayer d'éviter la greffe allogène et donc on veut essayer une thérapie anti-PD1 avant une rechute. D'autres maladies spéciales sont les syndromes de déficience de réparation mismatch, donc MMR. C'est un parcours qui maintient la stabilité du génome. Il y a différents gènes qui sont dans ce parcours mismatch. On appelle ça le syndrome de Lynch, avec une mutation chez les adultes, avec un hit, avec un âge médian de diagnostic qui est de 48 ans, très fréquent, beaucoup de publications, et nous observons dans cette famille des cas familiaux de cancer GI ou GU. Chez les enfants et les adolescents, c'est une maladie différente. C'est la Behr-Lely-Lynch avec 2 mutations sur ces mismatchs. L'âge médian de diagnostic est de 9 ans, très rare, 1% des cancers pédiatriques, même si on ne sait pas bien. Et il y a eu très peu de publications sur cette maladie. Mais ces patients, ces enfants, ont de nombreux cancers d'enfance, comme tumeurs cérébrales, des lymphomes et des cancers gastro-intestinaux. Ces maladies associées au MMRD sont très différentes des différents cancers pédiatriques. Ce sont des tumeurs chaudes parce qu'elles ont beaucoup de mutations à cause du parcours MMR, de la voie MMR déficiente. Ils ont beaucoup de lymphocytes T, beaucoup d'effecteurs mémoire T, beaucoup de cytosine et une upregulation dans les checkpoints comme PD1, PDL1, IDO, etc. Et c'est très intéressant parce que, bien sûr, ce sont quelques pourcents d'enfants avec des cancers, mais l'équipe d'Henri Buffel a mentionné en Amérique du Nord et au Canada qui rapporte 2 jumeaux qui avaient un gliome et un a répondu après une rechute après une thérapie anti-PD1. Et on a une expérience avec un garçon de 18 heures avec un sarcome réfractaire avec une mutation MLH1 qui a très bien répondu à une combinaison de niveau PASO et radiation. Et il est en rémission complète après 4 ans, qui est totalement exceptionnel si on pense à l'agressivité de la maladie. Donc, c'est important de mieux comprendre les tumeurs MMR déficientes dans le cancer pédiatrique et c'est maintenant quelque chose de bien évalué. Et quand on regarde des patients avec des maladies réfractaires et qui rechutent, est-ce qu'on a une mutation MMR dans la tumeur ou dans la génétique? Donc, si on regarde les futurs développements des ICI dans l'oncologie pédiatrique, je vais partager avec vous la monothérapie dans la majorité des cancers pédiatriques. Nous n'avons pas observé de succès avec des taux de réponse très faibles. Donc, la monothérapie d'ICI doit être développée surtout dans le lymphome ou les maladies hypermutées. Et vous savez que la FDA a prouvé dans les cancers MSI-High ou les cancers MMRD a été fait il y a 2 ans. On pourrait également développer des plurithérapies avec notamment l'immunothérapie synthétique avec les cellules CAR T et pour redévelopper la fonction des lymphocytes T, ou alors des cellules des lymphocytes T bioingénierie ou BITE ou d'autres exemples. Enfin, pour la majorité des cancers pédiatriques qui sont infiltrés non immunitaires, nous pensons que les anti-PD1 devraient être développés avec des combinaisons
basées sur la biologie, comme les inhibiteurs de PARP. Je voudrais juste vous montrer un très bel article dans le New England Journal of Medicine avec un virus oncolytique qui s'appelle SV1G207 et ils injectent localement dans des gliomes de haut grade des virus modifiés. Et ils ont observé tout d'abord des magnifiques réponses chez les patients avec une diminution du fardeau tumoral, mais également ils ont trouvé que G207 seul et avec la radiation qu'on transforme les tumeurs froides en tumeurs chaudes avec une bonne infiltration des cellules lymphocytes. Et cette combinaison est très intelligente si on la combine à l'anti-PDL1 ou l'anti-PD1. Conclusion, qu'est-ce qui est crucial pour mieux comprendre la surveillance immunitaire des cancers pédiatriques? Tout d'abord, nous devons mieux comprendre l'origine de la maladie et nous savons que c'est très important pour les patients et les familles. Et l'oncogénèse, nous devons travailler sur les hôtes comme le microbiote, les aspects génétiques comme j'en ai parlé avec MMRD. Nous devons comparer le diagnostic et la rechute, comprendre l'impact des maladies localisées ou métastatiques et voir la corrélation avec les altérations moléculaires. Nous devons aussi prévoir la réponse au traitement et la résistante. Et l'histoire des ICI est très claire. Et nous devons développer des stratégies intelligentes et actives pour améliorer l'immunogénicité, avoir des nouvelles cibles immunitaires et des thérapies cellulaires. Merci, dit Aurélien, pour cette magnifique présentation et les progrès ces dernières années par rapport à la réalité que l'immunothérapie peut faire des choses pour les cancers pédiatriques, pour certains, pour l'instant pas tous. Donc la première question qui est posée maintenant, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a un futur prometteur pour les tumeurs solides pédiatriques quand vous avez si peu de cibles qui ont été identifiées pour les cancers pédiatriques? Réponse de Véronique. Oui, nous allons parler des programmes de thérapie cellulaire. Et je pense que les thérapies cellulaires en combinaison avec d'autres thérapies comme les anticorps monoclonaux seront un grand succès. Ce sera discuté par Crystal Markle very well. Je suis d'accord, il y a très peu de mutations, mais qui sont exprimées au niveau de la surface cellulaire, qui peuvent être ciblées avec des thérapies cellulaires ou des traitements spécifiques. Donc je pense que le futur anti-PD1, si on y pense, est en combinaison avec une immunothérapie synthétique, par exemple la thérapie cellulaire. Donc oui, je pense que je parlais d'expérience. Nous avons aussi des excellents résultats avec le sarcome synovialo et avec des cellules lymphocytes génétiquement modifiées qui attaquent uniquement, qui ciblent un antigène spécifique et on a des très bonnes données précoces et je pense que cela sera l'avenir dans les années à venir. Deuxième question, dit Aurélien. Pour les patients qui n'ont pas une bonne réponse aux inhibiteurs de checkpoint immunitaire en tant que monothérapie, est-ce qu'on peut espérer que les plurithérapies peuvent augmenter l'immunogénicité de certaines tumeurs ou est-ce que c'est la séquence? Dans votre expérience, avez-vous vu des patients réfractaires à l'anti-PD1 et quand vous revenez après une chimio, on voit une meilleure réponse? Réponse de Véronique, c'est une excellente question. Je n'ai pas parlé des maladies hyper progressives, mais quand l'anti-PD1 n'est pas efficace, nous observons une progression rapide de la maladie, en particulier dans les tumeurs solides. Dans le lymphome, par exemple, le Hodgkinien, on a parfois une efficacité complète sans tumeur, mais parfois on a une rechute après une première réponse. Et à ce moment-là, on remet la chimiosensibilité. Ça change le parcours des patients Hodgkin. On peut commencer avec un anti-PD1, ça peut être suffisant à la rechute, ou si on a une nouvelle rechute, on démarre une nouvelle chimiothérapie, et la maladie d'Hodgkin est très sensible à cette thérapie. Donc on parle d'une maladie chronique qui pourrait être guérie avec différentes médicaments combinés. Merci. Et question suivante. Est-ce que les médicaments de méthylation qui sont censés déréprimer les locus nombreux et
les peptides immunogènes potentiels sont souvent combinés avec les ICI. On parle des médicaments épigénétiques, la modification de l'expression de certaines gènes. Est-ce que la méthylation peut avoir un impact sur la sensibilité aux ICI? Oui, il y a certains programmes de combinaison d'Ivéronique, principalement aux États-Unis, qui combinent des médicaments anti-PD1 et épigénétiques. Ça dépend bien sûr de la maladie. Amaury a parlé des tumeurs radioïdes, et c'est le bon cas. Je pense que ce serait intéressant de restaurer l'immunogénicité, mais nous devons nous assurer que ces médicaments épigénétiques sont efficaces et sont intelligents par rapport à la maladie. Donc nous devrons d'abord mieux comprendre la maladie, et ça dépend donc des cancers. Peut-être une dernière question, dit Aurélien. Les tumeurs pédiatriques sont en général comparées aux tumeurs adultes plus sensibles à la chimiothérapie. On voit ce sont des maladies qui progressent facilement et peuvent réduire rapidement avec une chimiothérapie les cytotoxiques. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la mort cellulaire dans les cancers pédiatriques? Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe quand on a une excellente réponse chez ces patients? Est-ce qu'on voit des infiltrats dans la tumeur avec des lymphocytes T ou des macrophages qui peuvent soutenir l'idée qu'on a une mort cellulaire? Réponse de Véronique. Excellente question, Aurélien. Comme tu l'as très bien dit, quelque chose de très important, il y a tellement de maladies différentes, elles sont très chimiosensibles. Et donc, on va avoir une maladie résiduelle minimale. On peut penser à l'immunothérapie comme consolidatrice. Et je pense vraiment que les thérapies cellulaires sont importantes et le développement de l'immunothérapie, pas pour des gros fardeaux tumoraux, mais dans les maladies résiduelles minimales. Deuxièmement, nous travaillons avec des nouveaux profils immunitaire en comparant la tumeur au diagnostic et après la chimiothérapie au niveau chirurgical. Et on va mieux comprendre ce qui se passe après la chimiothérapie. Bien sûr, après une CT, une radiothérapie, on observe au moins chez les souris et certains patients d'une mort cellulaire immunogénique. Donc on doit y penser. Aurélien dit merci beaucoup, Véronique. On peut passer à la présentation suivante. Et nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue au professeur Stephen Lane de Brisbane en Australie. Et Stephen, êtes-vous connecté? Je ne le vois pas sur mon écran, mais j'espère qu'il est connecté. Très bien. Stephen est un expert en leucémie. Il va nous parler de l'immunologie des leucémies et les immunothérapies potentielles pour ce type de cancer. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Lane. Ces résultats qui vont réellement nourrir ses pensées sur les immunothérapies et les tumeurs solides, y compris chez les adultes. Nous nous rendons compte que ces cellules ont un rôle critique immunosuppresseur. Merci beaucoup. Nous allons maintenant peut-être pouvoir passer à notre prochaine présentation avec Dr Amaury Leruste. Il est oncologue clinique à l'Institut Curie à Paris. Aujourd'hui, il va nous partager ses résultats sur les tumeurs aboïdes. Merci beaucoup, Amaury, dit Aurélien. Dernière présentation, nous pouvons maintenant accueillir professeur Crystal Markell de l'hôpital Lucile Packard Children's Hospital de Stanford. Professeur Markell va parler des avancées dans les stratégies des cellules CAR-T et va expliquer comment ces nouveaux types d'immunothérapie ont pu modifier les lymphocytes de patients en mettant un petit bras d'anticorps lié à la cellule pour forcer les cellules immunitaires à attaquer les cellules cancéreuses. Merci, professeur Markell, d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être qu'on peut ouvrir la parole à la discussion. On a maintenant un petit peu de temps pour des échanges en français et je vais laisser Patrick Poirot ouvrir le débat. Patrick? Oui, merci Aurélien. D'abord, merci à tous les contributeurs scientifiques de cette session qui était particulièrement intéressante et qui était largement ouverte vers l'avenir qui nous importe tous. Moi, j'ai
juste une première question, parce que je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent de bien comprendre. Plusieurs fois, on a parlé de points de contrôle pour les lymphocytes. Aurélien, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est exactement? Parce que je pense que ce point de contrôle est un élément clé dans l'immunothérapie. Vas-y, non, toi. Véronique. Oh ouais. Véronique? Ouais, non, bien sûr, on est tous... je pense qu'en effet, c'est un point très très important. Très simplement, on l'a montré les mêmes schémas à chacun. Il y a quand une stimulation de l'antigène, quel qu'il soit. D'ailleurs, on a beaucoup parlé d'antigènes et d'ailleurs, il y a des antigènes très différents. Des antigènes qui sont associés aux mutations dans la tumeur, ce qu'on appelle des néo-antigènes. Là, on a dit qu'ils étaient très faibles dans les tumeurs pédiatriques. Il y a des antigènes aussi de tissu. Et l'exemple, c'est par exemple l'antigène CD19 qui est exprimé par les lymphocytes B normaux et les lymphocytes B tumoraux. Il y a des antigènes, les endogénèses, les ERV, on va le dire, qui sont up-régulés dans les tumeurs rhabdoïdes, qu'a montré très très bien Amaury. Et puis il y a les antigènes qu'on appelle les antigènes du cancer testis. Et ça aussi, c'est une cible qui est exprimée normalement que dans les cellules germinales, mais qui finalement peut être exprimée par quelques cellules tumorales. Et donc c'est toute une famille d'antigènes, quels qu'ils soient. En tout cas, ils vont stimuler un lymphocyte T, une réponse immunitaire, et la première étape de cette réponse immunitaire, c'est de présenter l'antigène au lymphocyte T, puis ensuite, il va s'activer, et parallèlement, il y a des signaux d'activation du lymphocyte B, et puis il y a des signaux, comme l'a très bien illustré tout le monde d'ailleurs, mais en particulier Cristal dans le dernier topo, eh bien, il va y avoir aussi en parallèle des signaux qui vont bloquer le lymphocyte T pour éviter qu'il y ait une stimulation et une auto-immunité. Et donc, en fait, tout le principe de ces points de contrôle immunitaire, régulateurs ou activateurs, c'est vraiment de lever dans le cancer ces régulateurs négatifs qui vont bloquer. Donc, on lève les freins. Donc, on active la réponse T contre le cancer. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Patrick? Oui, oui, tout à fait, merci. Alors, juste pour la continuer, cette question, quand on stimule les défenses antitumorales telles que vous venez de l'expliquer, y a-t-il un risque pour l'immunité en général de l'enfant? Y a-t-il un risque pour les cellules normales? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une espèce d'emballement de notre système immunitaire? Ça inquiète souvent les parents. Je pense que c'est une excellente question. Cette fois-ci, je vais passer le micro à Aurélien, parce que lui, il a une expérience dans les anti-PD1 chez l'adulte et en effet, toute l'auto-immunité qu'on observe. Aurélien. Alors, il peut arriver d'avoir un emballement du système immunitaire, mais c'est dans des situations qu'on appelle par exemple des syndromes d'activation macrophagique, mais c'est très très rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, on n'a pas vraiment de problème de surstimulation, je dirais, aiguë en tout cas. Et puis on a par contre des effets indésirables, en tout cas avec les anticorps anti-PD1, anti-CTLA4. On peut avoir une activation du système immunitaire contre des tissus sains, et non pas contre la cellule tumorale, et donc on peut avoir des toxicités auto-immunes. Donc ça se voit chez l'adulte surtout, chez l'enfant on n'a pas trop ce problème-là, d'après ce que enfin, bon, les indications sont plus limitées, comme je l'ai discuté. On a à peu près, je dirais, la même tolérance, le même profil de tolérance de ces anti-PD1 chez l'enfant et chez l'adulte. Et d'ailleurs, ça illustre le fait que dans les maladies où ces anti-PD1 sont intéressants, on imaginerait tout à fait des études communes, pédiatriques et adultes. Ça, je pense que c'est un premier point. On a une toxicité, un niveau de toxicité sévère auto-immune qui est très similaire à l'adulte, clairement moins de 10%, on est plutôt autour de 5% de toxicité significative. Et je trouve que ça soulève une question très importante parce qu'on a parlé de beaucoup de nouveaux traitements et de tous les espoirs dans les maladies très sévères et on va observer de nouvelles toxicités. Donc on parle beaucoup en ce moment, notamment dans les lymphos, mais en particulier dans le lymphome de Hodgkin, de pouvoir faire ce qu'on appelle des chémo-free, c'est-à-dire sans chimiothérapie, ce qui est bien sûr un avenir remarquable. Mais quelle toxicité on va observer? Pour l'instant, on a un recul qui est encore assez limité finalement de ces anti-PD1 et on peut imaginer en effet qu'avec un recul plus grand, peut-être qu'on aura des choses un peu plus à moyen et long terme chez l'enfant. Aujourd'hui, pas de signal différent de l'adulte, en tout cas dans le recul qu'on a à peu près 10 ans maintenant avec les anti-PD1 chez l'enfant. Merci. Aurélien, est-ce que vous avez des questions qui ont été adressées par le chat? Non, j'ai pas de questions de mon côté. Sur le chat. J'ai une autre question sur les cartes, sur les cellules CAR. Actuellement, peut-être qu'il faudrait bien réexpliquer en quelques mots comment ça fonctionne pour que tout le monde comprenne bien, et notamment qu'on comprenne bien qu'on parle des cellules du sujet malade.
Et ceci pour moi et pour à nouveau les parents posent la question, est-ce que c'est une voie que l'on va pouvoir rendre opérationnelle à grande échelle ultérieurement? Je sais bien que c'est peut-être un peu trop tôt pour avancer, mais néanmoins, si on doit partir des lymphocytes du sujet traité, ça pose un vrai problème opérationnel. Alors, est-ce qu'on peut peut-être poser la question au professeur Macal, si on peut lui traduire la question, qui est comment fonctionnent les CAR-T-cells de façon assez schématique pour les parents et les non-scientifiques, non-médecins de l'Assemblée, et dans quelle mesure on va pouvoir décliner ces traitements à grande échelle? Oui, merci. Désolé, je n'ai pas réalisé que j'allais avoir des parents ici. Sinon, j'aurais mis un petit peu plus d'informations de contexte. C'est une approche où, comme vous l'avez dit, on prend les cellules des patients et on utilise une thérapie génique, on met une gène à l'intérieur de la cellule pour la surcharger, la rendre surpuissante. Et cette gène est exprimée dans les cellules qui sont modifiées et chaque cellule fille qui découle de ces cellules. Et ça a l'air comme de la science-fiction, mais on fait des thérapies géniques chez les humains depuis 1990. Donc on a maintenant 30 ans d'expérience dans ce domaine de recherche. On a maintenant des médicaments qui sont des thérapies géniques approuvées par la FDA et l'EMA. Et c'est le plus grand domaine de croissance et d'investissement dans le domaine biopharmaceutique aujourd'hui. Donc, je ne veux pas minimiser les défis et les dépenses des thérapies géniques et cellulaires. Mais ce que nous voyons, c'est que si des nouvelles thérapies fonctionnent pour des maladies horribles, les communautés trouvent une manière de délivrer cela. Et je ne vais pas essayer de minimiser le problème, mais l'activité des cellules CAR-T a été au-delà des attentes de tout le monde et ça a lancé un nouveau domaine de développement biopharmaceutique. Donc je pense qu'on pourra voir des choses à l'avenir où on ne devra plus utiliser les cellules de patients. Peut-être qu'il y aura une banque de cellules dans un congélateur. Ou peut-être qu'on pourra donner une injection, délivrer le gène sans devoir enlever les cellules du corps du patient. Donc je pense qu'il y a beaucoup de manières où les entreprises biopharmaceutiques vont faire évoluer ces thérapies. Si elles fonctionnent, bien sûr, pour les rendre plus accessibles. Mais ça va prendre du temps. Merci. Aurélien, pas de questions? Peut-être qu'on peut ouvrir aussi les questions aux différents orateurs, si vous voulez poser des questions entre vous. Allez-y. Et bien sûr, pour les gens qui ne sont pas des scientifiques et médecins, n'hésitez pas à poser des questions, puisque ce temps d'échange est vraiment pour vous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'ai éventuellement encore une question, si vous le permettez. Bien sûr. Aujourd'hui, l'immunothérapie chez l'enfant est un grand développement, un grand avenir. Est-ce que chez l'adulte, on peut dire que pour certaines maladies, ça fait partie de la routine, entre guillemets. Elle est largement utilisée dans certains cancers. Est-ce qu'aujourd'hui, chez l'enfant, on reste quand même encore au stade d'essai clinique, au stade expérimental? Et dans ce cas, est-ce qu'en France, tout le monde peut avoir accès à ça? Est-ce que c'est actuellement seulement quelques centres qui travaillent? Donc j'ai vraiment qui travaillent sur ces sujets. J'ai vraiment ces deux aspects, qui est l'aspect expérimental, qui est utilisé aujourd'hui, qui est mis en œuvre aujourd'hui, et puis l'aspect disponibilité pour les malades et en fonction du lieu où ils habitent, malheureusement, et où ils sont traités. Qui de vous deux, Amaury ou Véronique, veut répondre à cette question de l'accessibilité au traitement? Je peux commencer à introduire et puis que Véronique complétera si besoin. En termes expérimental ou non, je crois que, en tout cas en pédiatrie, en termes d'immunothérapie,
on reste encore dans clairement l'investigationnel ou l'expérimental, même si on commence à avoir un recul assez intéressant, assez conséquent chez l'adulte, mais aussi maintenant en pédiatrie, comme Véronique l'a dit, depuis une dizaine d'années, particulièrement dans les immune checkpoint blockers. Mais on reste encore dans l'investigationnel, dans le sens où on a encore tant et tant de questions à aborder et à répondre, et bien sûr avec des types de tumeurs liquides ou solides très très variables. C'est encore plus vrai dans le domaine des thérapies cellulaires, des CAR-T, et la communauté réfléchit beaucoup, dans le sens où les cibles des CAR-T pédiatriques, les cibles exprimées par les cellules tumorales qui sont susceptibles d'être ciblées par ces CAR-T sont probablement assez différentes de l'adulte. Certaines peuvent être un peu communes, mais d'autres, la plupart probablement, sont assez différentes. Et je pense par exemple à GD2. Ce qui fait qu'on sera également dans l'expérimental lorsque on va développer des essais cliniques, par exemple de CAR GD2 chez l'homme. On ne pourra pas forcément passer d'abord de l'adulte, puis ensuite à l'enfant. En termes d'accessibilité, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à l'ensemble de la communauté qui travaille à développer ces médicaments. Bien sûr, pour l'instant, il y a des critères très stringents quant à la possibilité d'ouvrir des essais, particulièrement en immunothérapie cellulaire, dans certains centres, et probablement qu'il y aura quand même peu de centres, en tout cas pédiatriques, initialement ouverts, mais nous devons travailler tous ensemble au sein, par exemple, de la Société française du cancer, à adresser les patients dans les centres qui ne sont pas ouverts. Véronique, si tu veux compléter. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de développer, Amaury. Il y a quelques produits d'immunothérapie qui sont maintenant autorisés et pour lesquels chaque enfant en France a l'accès, c'est-à-dire des médicaments qu'on appelle autorisés. Alors on peut commencer par le plus simple, le rituximab par exemple dans les lymphomes B. Il est autorisé, c'est de l'immunothérapie, c'est un anticorps. Et on peut aller au plus complexe qui sont les CAR CD19 dans les leucémies de l'enfant, où il y a vraiment une autorisation. L'autorisation a été donnée suite aux résultats que nous avons partagés ce soir, et en particulier Cristal. Cette autorisation donnée nécessite, comme tu l'as très bien dit, on est dans une activité remarquable, donc tous les enfants peuvent avoir accès, mais il y a aussi toute une difficulté, tout un des soins de support, une expertise. Alors, on en discute autour des anti-PD1 et de leur toxicité, mais la toxicité des lymphocytes CAR T-cell est très très particulière et nécessite une plateforme de réanimateurs, de neurologues, d'imagerie, de radiologues. On n'a pas du tout parlé de ça ce soir, mais il y a le développement des CAR pour les rendre les plus opératifs, les plus efficaces possibles. Et puis il y a tous les soins autour qui passent de la chimiothérapie, de l'infodéplétion qu'abordait Aurélien, jusqu'à la toxicité immédiate, notamment les premiers mois qui suivent. Et donc peu de centres en France sont aujourd'hui autorisés. Et l'idée, c'est d'avoir dans chaque région de France un hôpital qui soit référent pour pouvoir développer ces CAR, un ou plusieurs hôpitaux. Et pour le reste, bien sûr, ce sont aujourd'hui encore développés dans des essais thérapeutiques pour les autres produits d'immunothérapie hors leucémie. J'ajouterais juste que, de façon intéressante, on a aux États-Unis des autorisations de mise sur le marché maintenant sur ces immunothérapies, pour les anti-PD1 en tout cas, qui sont sur des biomarqueurs et non plus sur des histologies tumorales. Donc on a eu des autorisations sur le statut MSI, Microsatellite Instability, puis après une autorisation sur le statut de la charge mutationnelle tumorale des cancers, le Tumor Mutational Burden. Et ce qui est intéressant, c'est que ces AMM ont été donnés avec des autorisations pédiatriques en fait d'emblée et pas uniquement chez l'adulte. Aux États-Unis, malheureusement. Aux États-Unis. On attend bien sûr l'équivalent pour l'Europe. Alors j'ai quelques questions, Patrick, qui sont arrivées depuis là sur le flux. Il y a une première question peut-être pour Cristal Macal sur quelque chose qu'elle a évoqué tout à l'heure, c'est les CAR allogéniques. Qu'est-ce qu'on entend par CAR allogénique ? Oui, comme vous l'avez mentionné, le processus impliqué quand on prend un patient avec un cancer, donc un enfant, de prendre des cellules sanguines, de les envoyer au laboratoire, de mettre le gène dedans, de les expanser, de les ramener pour qu'ils infusent, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'argent.
Et dans certains cas, c'est trop long pour le patient et peut-être que les lymphocytes T ont déjà été traités et sont déjà affaiblis. L'idée alternative serait d'avoir un donneur sain qu'on pourrait appeler un super donneur, de prendre leurs cellules et de mettre les cellules CAR-T dans les cellules du super donneur. On peut même utiliser une population stem-like de super donneurs et on peut étendre différentes doses de ce donneur. Et le problème de donner ces cellules à un patient, c'est qu'il y a un risque de rejet. C'est comme une greffe. Et il y a un risque de rejet. Mais on peut utiliser des trucs pour que les cellules soient invisibles ou moins visibles par rapport au système immunitaire du patient. Donc il y a beaucoup d'investissements pour essayer de créer des banques de cellules à partir de ces donneurs, de les modifier pour qu'elles soient invisibles ou moins visibles au système immunitaire. Et ensuite de donner ces versions sur étagère de CAR d'une autre personne et essayer d'utiliser ça au lieu d'utiliser les lymphocytes T. Et c'est ça qu'on appelle les cellules halogènes. Peut-être une dernière question avant la fin de la session. Une question que j'ouvre à tous les orateurs. Quelles peuvent être les conséquences à moyen long terme de ces immunothérapies qu'on a discutées aujourd'hui sur l'immunité des enfants, c'est-à-dire à long terme, est-ce qu'ils vont perdre dans leur fonction immunitaire physiologique, est-ce qu'ils vont avoir des protections vaccinales normales? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la toxicité à long terme des anti-PD1 chez les enfants, sur les CAR T-cells à long terme chez les enfants? Excellente question. Je crois que c'est exactement celle qu'on discute avec les familles quand on aborde la question de l'immunothérapie. Encore une fois, on connaît la toxicité à moyen et long terme de la chimiothérapie, de la radiothérapie, au moins des protocoles qu'on a utilisés il y a 20-30 ans, des adultes guéris d'un cancer dans l'enfance. Et on a bien sûr moins de recul par rapport à ces nouvelles immunothérapies. Cela dit, bien sûr, c'est un espoir énorme dans les leucémies, le succès des CAR T-cells dirigés contre le CD19. La première toxicité qu'on observe, c'est celle dont on a parlé, c'est-à-dire la toxicité immédiate, neurologique, un syndrome grippal très fort, un orage de cytokines quand les CAR sont activés. Et la toxicité qu'on connaît bien aussi, c'est ce qu'on appelle l'aplasie B. La cible idéale de l'immunothérapie, c'est celle qui est exprimée exclusivement par la cellule tumorale. La cible des CAR CD19, c'est certes la cellule tumorale, mais c'est aussi le lymphocyte B normal qui, tant que les CAR circuleront dans le sang, détruiront le moins lymphocyte B qu'ils rencontrent, la moindre antigène exprimée par un lymphocyte B. Donc ces enfants qui ont des CAR qui persistent dans le sang des années, notamment les premiers qui ont été traités aux États-Unis, ont ce qu'on appelle une aplasie B, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun lymphocyte B. C'est assez simple à prendre en considération comme effet secondaire, c'est qu'ils ont des perfusions d'immunoglobulines pour éviter des infections. Et je crois que Christelle a aussi très bien développé le principe d'utiliser les CAR pendant une période et puis de pouvoir développer des CAR qui, quand on le souhaite, on arrive à les détruire, les off, comme l'exprimait, c'est-à-dire qu'on utilise les CAR jusqu'à la guérison et on arrive à fabriquer des CAR qu'on est capable de détruire au moment où on pense que l'enfant est guéri. Et ça, c'est aussi un vrai espoir. Alors, c'est infini, en fait, le développement de ces CAR. Ça ouvre beaucoup d'espoir, mais dans une des toxicités des CAR d'aujourd'hui, c'est vraiment l'aplasie B à très long terme, tant que les CAR persistent. Pour compléter, je pense que dans la question entre immunothérapie et conséquences à long terme sur le système immunitaire de l'enfant est évidemment compliquée à établir sans recul, mais surtout va être très dépendante du type d'immunothérapie, puisque les mécanismes utilisés sont très très variables entre un anti-CD20 ou un anti-PD1 ou un CAR-T. Les conséquences sur le système immunitaire sont très très différentes. Et on a déjà parlé du côté risque d'auto-immunité à moyen, éventuellement long terme des anti-checkpoints chez l'adulte ou voire chez l'enfant. Dans les CAR T-cells, on rajoute en fait un contingent de lymphocytes T autologues dirigés contre la tumeur, potentiellement dirigés vers des antigènes exprimés à plus faible degré par les cellules tumorales. Mais la beauté de cette, comme disait Christelle, de cette approche, c'est aussi d'utiliser l'ingénierie biologique, l'ingénierie protéique pour créer des mécanismes
mécanismes permettant de désactiver, s'écarter, si besoin, dans les premiers temps de post-injection, mais aussi bien plus tard, s'il y a une persistance et une potentielle toxicité à long terme. Merci beaucoup, Amaury. On va conclure cette session et je voudrais remercier du fond du cœur nos orateurs d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir sur site à Paris malgré les contraintes encore du Covid. Un remerciement aussi immense à Crystal Mackall depuis la Californie, de Stephen Lane depuis l'Australie, d'avoir pris le temps de se connecter aussi loin et d'être présent avec nous aujourd'hui. Et puis je vais passer la parole à Alain Echen de l'Institut national du cancer pour avoir un mot de conclusion et un grand merci à tous pour cette excellente session.